Cette fois-ci, Micheline et moi, on fait halte à Bordeaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on lui avait tourné autour de cette belle Bordeaux. On était allé dans le Blayais, dans le Libournais, dans l'Entre-deux-Mers, dans le Saint-Émilionnais, le bassin d'Arcachon, mais jamais ici, à Bordeaux, la plus belle ville du monde, disait Stendhal. En tout cas, certainement, la capitale gastronomique du Sud-Ouest, où ici l'épicurisme est élevé au rang de religion. Alors vous verrez, la ville a été entièrement dépoussiérée depuis 20 ans, magnifiquement restaurée. Les belles pierres blondes de Gironde ont retrouvé leur lumière. La Garonne peut enfin se refléter dans ces belles maisons du XVIIe et du XVIIIe. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de plats qui nous racontent cette histoire aussi. Peut-être des plats qui vont vous surprendre. On va goûter le peu connu veau de Bazas, cuisiné avec du vin de Grave. On fera un pot-au-feu de foie gras avec des légumes. Et puis des tomates farcies que l'on célébrera lors de la fête de la tomate. Et on commence, parce que nous on a décidé de sortir un peu des sentiers battus, par une petite visite d'une brocante que j'aime bien, parce qu'entre nous je connais Bordeaux. Mais il en est un qui connaît Bordeaux comme sa poche, qui l'a sillonné dans tous les sens et qui a construit le Bordeaux gourmand. C'est Jean-Pierre Xiradakis. On l'avait déjà vu dans le Blayais d'ailleurs. Salut mon Jean-Pierre. C'est gentil. Il n'y a que toi pour me donner rendez-vous dans une brocante plutôt que dans une église ou dans un musée pour présenter la ville. Mais écoute, on peut aller aussi dans une église, t'inquiète pas, mais c'est un genre de musée, ça. Ah, ça c'est sûr. Et ce lieu, c'est toi qui me l'as fait découvrir. Absolument. Allez, on rentre. Viens, on va se balader un peu. Peut-être qu'on trouvera des merveilles. Marie, combien ça vaut, ça? D'homme. Si c'est d'homme, ça vaut 300. Non, ça vaut 120 €. Ah, toi, t'es le seul qui négocie à la hausse. On vous en donne 300. Bon, à 50, je te l'achète. Et Marie, y a-t-il des objets typiquement bordelais, finalement? Effectivement, on est ici dans un lieu où il y a du mobilier bordelais, dont nous trouvons intact encore du mobilier authentique 17e, 18e, qui font la joie des gens qui viennent chiner dans notre lieu. Je peux vous parler de cette armoire, par exemple, qui est vraiment typique de la région. Bordelaise, quoi. Très bordelaise, très sculptée, et surtout, elle a des pieds absolument sublimes. Ça, c'est une armoire qui date de quelle époque? Elle est 18e. Ah, 18e? Elle est 18e, oui. Donc j'ouvre et je vous montre quand même la crémone. Ah oui. La fermeture, qui est vraiment absolument là, c'est la marque du 18e de Bordeaux, parce que je ne pense pas qu'il y ait de région en France où on est autant poussé l'art de la ferronnerie, si ce n'est à Bordeaux. Voilà. Bon, bah écoute, pour mon prochain mariage, tu m'offres une armoire dans mon trousseau. Je veux pas que tu changes de mari. Tu sais quoi, moi non plus. D'origine crétoise, le restaurateur Jean-Pierre Xiradakis a une passion, arpenter les coins secrets et historiques de sa ville d'adoption. Il lui a d'ailleurs consacré quelques ouvrages destinés aux piétons en goguette. Les anecdotes et origines des monuments ou des rues n'ont plus aucun secret pour lui. Au cœur du quartier Saint-Michel, il m'en fait profiter. Là, si tu veux, on arrive rue des Forts. La rue des Forts, c'est la rue des Forgerons. Généralement, les rues étaient l'identité des gens qui y travaillaient. Corporation. Donc, une corporation habitait dans la rue. Là-bas, tu avais la rue Carpentier, la rue des Charpentiers. Carpenter. Ouais. Et là, tu as la rue de la Fusterie, Et ça, c'est quoi? qui est fusterie, les fûts. Alors, pas les barriques, mais les petits bateaux qui étaient sur le port. À l'époque, il y avait 3500 bateaux sur le port. Ça, c'était la rue où la construction des petits bateaux. Alors, la rue Maubec, ça raconte quoi, ça? Ben, la rue Maubec, c'était la rue des portanières. Les portanières, c'est les femmes qui portaient les plateaux avec des légumes sur la leur tête. tête. Voilà. Et les portanières habitaient là, rue Maubec, pourquoi? Mauvaise bouche. Parce qu'elles disaient sans arrêt des insanités et elles insultaient les nobles ou les gens les qui poissonnières, étaient... entre guillemets, de l'époque. Voilà. quoi. Et à l'époque, au XVIIe, XVIIIe, on faisait un truc qu'on appelait baigner la maquerelle. Il la foutait dans des cages, il la trempait dans la Garonne 2-3 fois pour les caler. Sympa. Bon, on arrête. On se voit demain On se voit demain, oui. où devant ça? l'église. Devant l'église. Ouais. Bordeaux recèle des merveilles grâce à toi. Et pas que des armoires. À demain. Allez, à demain. Ciao. Avant notre banquet, Jean-Pierre compte m'initier à une fête saisonnière et locale dont il est à l'initiative, la fête de la tomate. Prometteur, mais je n'en sais pas plus. Pour notre première recette, je me rends chez Alice, dans sa maison familiale située en plein cœur d'un somptueux domaine viticole.
voilà la Chartreuse, où l'on va cuisiner un sauté de veau, au vin de la maison évidemment. Alice est à l'origine de la création d'un hôtel, d'un spa évidemment, aussi de restaurants gastronomiques. Et justement, ça tombe bien parce que c'est une excellente cuisinière. Mais là, on parle de cuisine maison, hein, ménagère. Bonjour Alice. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien. Bah, bienvenue, ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors c'est la maison familiale. Bah oui, moi j'ai grandi ici. Tu as grandi ici. Ah, mais en plus, c'est une cuisine extraordinaire. Un fourneau Magnifique. d'autrefois. C'est incroyable cette photo. C'est l'épicerie familiale. L'épicerie familiale. Et donc les grands-parents, arrière-grands-parents étaient Je crois épiciers. que c'est mon grand-père qui est sur la photo. Ah, c'est Ouais. touchant ça. On était épicier et même éleveur de vin. Éleveur de vin. Ouais. Oui, D'accord. de vin de Bourgogne. C'est-à-dire que vous aviez des chais et ensuite vous distribuez Alors, le vin. je crois qu'ils le gardaient en tonneau et après ils en assuraient la Parce que commercialisation. finalement, le vin en bouteille, c'est assez récent. Hein. Alors, ce sauté de veau, raconte-moi un petit peu. Là, on a du veau élevé sous la mer. Ici, on n'est pas loin de Bazas, donc Oui, on utilise... célèbre, voilà, Race basadaise. exactement. Alors, cette race basadaise, c'est une toute petite production très localisée. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a que 3500 têtes. C'est une très vieille race. Moi, j'avais entendu dire qu'elle était issue d'un croisement avec la race ibérique au moment où les Arabes ont dépassé les Pyrénées. Donc, ça remonterait il y a plus de 1000 ans. Et d'où cette viande assez persillée. Hein. Alors, vas-y, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Est-ce que tu veux éplucher, qu'on tu veux finisse un peu les carottes Ouais. et puis il y a des oignons? Je m'assieds. Hein. Je t'en prie, oui, fais comme Avantage, chez je toi. me le permets. Je vais m'occuper des oignons. Tu cuisines vraiment? Tu as le temps? Parce que je sais que tu Je suis es un très, peu très active. cuisinière d'une dimanche, mais j'adore. Ouais, j'ai deux jeunes enfants et donc je trouve que c'est sympa de partager un bon plat en tous les cas le week-end. Je me spécialise plutôt dans les plats familialiaux comme ça qui mijotent pendant des heures. Qu'est-ce que je fais de ça? Je taille aussi ou ça suffit? Tu tailles aussi. Je mets tout? Allez, ouais. Allez hop. Il Parce faut que dire qu'on va nourrir demain, un il y bon a du nombre de monde, gens là. Une fois les carottes, les oignons et 250 g de poitrine taillés en beaux morceaux, Alice fait dorer sa viande. Bon là, elle est quand même bien rissolée. Ouais, on va mettre Ouais. les oignons. Les oignons, je vais les chercher. Donc là, tu as mis quoi? Un, deux? J'ai mis 2 oignons. Deux oignons. Je suppose que ça cuit un certain temps. Oui, ça va cuire pendant 2 heures. Ouais, on n'est pas loin d'une daube. C'est ça? C'est ça. C'est une daube C'est ça. au blanc, au vin blanc. Ouais. Ouais, ça j'ai hâte de goûter, je connais pas du tout. Ça sent bon. C'était une recette de mon boucher en fait. Ouais. Et j'aimais beaucoup parce que c'était vraiment la viande Qui est mise en valeur. qui est mise en Ouais. valeur. On met tout d'un coup? On met tout Allez, d'un hop, coup. on balance tout. Et ouais, moi c'est des recettes simples. Hein. Et qu'est-ce que ça sent bon? Parce que là déjà on a les sucres de la viande qui caramélisent avec le goût des oignons, un peu sucré. Je suis pas près de mon tire-bouchon. Ah. Attention, l'honneur de la famille est en jeu. Hein. Pas mal. C'est bon. À l'ancienne. À l'ancienne. Alors, On met le vin Tu mets le blanc. vin. Normalement, il faut vraiment mouiller À la hauteur, viande. quoi. Ouais, à hauteur. c'est un vin plutôt sec que vous allez utiliser. C'est C'est un un blanc. vin sec. Oui. Alors ici, on a la chance de produire les 2 couleurs, blanc et rouge, ce qui est plutôt rare parce qu'on est au sud, dans la région des Graves, des Pessac-Léognan, et on arrive à faire des blancs secs. Des blancs secs. Alors que quand on descend vers du côté de Sauternes, on retrouve des liquoreux. Le bien sûr. fameux. Alice replace la viande de veau dans la cocotte et l'arrose d'un peu d'eau. On se met au cèpe peut-être. On attaque les cèpes. Là, tu me fais plaisir. C'est mon péché mignon. Les champignons sont coupés en gros morceaux et saisis à feu vif durant 20 minutes. Une gousse d'ail vient les parfumer. Alors, je peux te laisser surveiller les cèpes, ça a l'air d'être ton affaire. Moi, je vais me permettre d'aller me mettre au bord de votre joli bassin pour écrire la recette. Fais comme chez toi. Allez, je reviens. Pour le sauté de veau basadais au vin blanc de Grave d'Alice, procurez-vous 2,5 kg de sauté de veau de race basadaise idéalement, 300 g de poitrine salée et séchée, 6 carottes, des herbes de Provence, 40 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 3 oignons, du persil, 4 gousses d'ail et bien sûr une bouteille de vin blanc de Grave. N'oubliez pas non plus 30 centilitres de bouillon de volaille. Il est temps de rejoindre Alice qui a profité d'une éclaircie pour dresser la table à l'extérieur.
Bienvenue dans le potager, Julie. Oh là là, quelle merveille. Entouré du potager et des vignes. Tu peux te mettre par là. Ça a l'air magnifique. La sauce a bien réduit. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que tu n'as pas eu besoin de mettre de la farine, comme on faisait Non. autrefois, ce qui a tendance à épaissir un peu les sauces. La farine, ça donne toujours un goût un peu, enfin, ou Ouais, un peu poids de ouais. goût, mais... Wouhou. Et la tempête. Dis-moi, j'aime bien ce déjeuner sur la rade de Brest. Voilà, merci. Écoute, même avec le vent, on est super bien. Et tout. Ouais, il fait très doux. Allez, je vais commencer par tes cèpes. Oh, ils sont bons. Mais finalement, ça résume bien la cuisine de la région, qui n'est pas une cuisine d'apparat, c'est une cuisine de produits. L'entrecôte à la bordelaise, c'est avant tout de la viande, quelques échalotes. Oui, puis la cuisine bordelaise a quand même laissé la part belle au vin pendant de nombreuses années aussi. Et le vin l'emportait presque sur la cuisine. Et aujourd'hui, je trouve que la cuisine arrive à... Enfin, de toute façon, ça magnifie À se le vin. réinventer. Elle se réinvente. Alors c'est drôle parce que tu vois, moi qui parlais de daube, du coup avec le vin blanc, la présence du vin blanc, on a une petite acidité et en même temps du sucre et de la douceur qui rend le plat plus léger peut-être qu'une daube au vin rouge. Ah oui, le veau est très très tendre. Là, on voit vraiment la qualité de la viande. Hein. Tu remercieras ton boucher. Et les éleveurs de Bazadaise. Alice et son sauté de veau seront donc des nôtres au banquet. Mais c'est maintenant Florence Catiard, la mère d'Alice et la propriétaire du domaine du château Smith au Lafitte, grand cru classé de Grave, que je rejoins. Avec son mari, elle a acquis l'île de la Lande, située à quelques encablures du domaine. Ils ont fait l'acquisition de cette île, 50 hectares quand même, sur la Garonne, pour y créer une culture de porte-greffe. C'est en quelque sorte la vigne mère. Et ceci de façon à préserver la biodiversité de leurs vignes. Elle sera accompagnée de Fabien, le directeur technique du château. Et ensuite, ils nous emmèneront, c'est logique, sur le domaine Smith au Lafitte pour découvrir tout ce qu'on y fait. Vous verrez, c'est un vrai village. Et ce qu'on y mange. On a acheté cette île parce que d'abord on a découvert la Garonne, on a trouvé que c'était un endroit magnifique, un peu le Mékong à côté de Bordeaux. C'est un endroit préservé, magique, avec une faune, une flore extraordinaire. Et puis on était en recherche d'un endroit pour mettre nos pépinières de vignes mères de porte-greffe. Le greffage consiste à assembler 2 rameaux de vigne pour créer un pied de vigne, une méthode généralisée après la destruction du vignoble français par le phylloxéra en 1880. Les cépages français seront greffés sur des porte-greffes américains, seuls capables de résister à ce terrible puceron. L'île, protégée de toute contamination virale ou autre maladie, est donc propice à la culture des plantes. La fabrication d'un grand vin, c'est une somme de petits détails et ça commence bien évidemment à la vigne et ça commence par le pied de vigne. Alors habituellement dans la viticulture aujourd'hui, les producteurs de pieds de vigne, qu'on appelle les pépiniéristes, sont spécialisés de ce travail et ce ne sont plus les viticulteurs qui font ce travail. Nous on a voulu le faire de manière à pouvoir maîtriser un petit peu ça et être sûr de la qualité de nos porte-greffes et aussi des greffons. On a voulu constituer une sorte de réserve, de patrimoine avec des porte-greffes qui ne sont pas OGM. Comme ça on garde à la fois la maîtrise du pied et à la fois le potentiel, le patrimoine de notre propriété. Il faut pour cela planter des pieds appelés têtes de sol. Des pousses s'y développent et atteignent plusieurs mètres de long. L'hiver, Fabien et son équipe les coupent en petits morceaux afin de constituer les greffons. Ça pousse de partout, ça s'en mêle. Et là on a des tiges, j'arrive pas au bout évidemment, mais ça fait 4, 5, 6 mètres de long. Donc c'est vraiment un enchevêtrement. C'est pire que mes cheveux en fait. Plus qu'une terre de culture de vigne, l'île est un véritable écosystème où faune et flore cohabitent. Oies sauvages, éperviers, cormorans, carpes et même un buffle échappé d'un cirque est venu se réfugier dans ce sanctuaire. Un lieu à l'image de la famille qui va toujours plus loin dans son implication écologique. On essaie d'aller toujours plus loin dans l'organique, on fait notre propre compost et on a quelque chose d'unique qui est le recyclage du CO2, parce qu'on en relâche 20 tonnes pendant les vendanges, on le recycle en bicarbonate. Et le bicarbonate, c'est utile pour alléger les fondus, pour frotter les cuivres, pour laver les dents. Notre problème, c'est que faire avec ces tonnes de bicarbonate. Et pourquoi ne pas l'utiliser en cuisine, pour les légumes notamment? Il a le don d'accélérer leur cuisson et d'attendrir les légumes secs. Nous revenons au cœur du domaine où l'activité bat son plein. Les équipes sont à pied d'œuvre pour la récolte du raisin et pour leur pause déjeuner et le traditionnel repas des vendangeurs, Fabien a un rituel: préparer les tricandilles. Donc c'est de l'intestin de porc
Alors, l'origine de l'histoire de la Tricandie, c'est qu'à Bordeaux, il y avait des abattoirs sur les quais de Bordeaux. Et donc, il y avait beaucoup de porcs qui étaient abattus et il y avait des intestins de porc qui étaient non utilisés. Et la solution était de les préparer pour les faire cuire. Donc, ils les nettoient, évidemment. Ça nécessite beaucoup de nettoyage. Et ensuite, ils les cuisent au bain-marie. Et nous, on les achète comme ça, en fait, déjà pré-cuites. Et ensuite, on va les faire griller. Historiquement, traditionnellement, sur un feu de sarment. Mais nous, comme on a la tonnellerie, on le fait sur un feu de bois barrique, en fait. Alors, messieurs, dames, ça commence à être joli. Elles sont toutes dorées. On y est bientôt. Attention devant. Un peu de sel, de poivre, d'oignon et de persil par-dessus. Et tout le monde se retrouve autour du fût pour les déguster. C'est hyper bon. Là, franchement, c'est hyper bon. Merci Fabien pour me laisser faire découvrir. Et tout se finit bien sûr autour d'un verre de vin pour cette équipe Grand Cru. Allez, salut. Direction Bordeaux pour découvrir les secrets d'origine et de fabrication d'une petite pâtisserie emblématique de la ville, le Cannelé bien sûr. Il y a une personne qui connaît bien l'histoire du cannelé, c'est Isabelle, parce qu'elle a écrit un livre sur le cannelé. Elle a recueilli toutes les versions de tous les boulangers et autres ménagères folles de cannelé, dont je fais partie. Et elle l'a synthétisé pour nous raconter l'histoire du cannelé. Alors le lieu qui représente le mieux cette histoire, c'est le couvent des Annonciades, où le cannelé aurait été créé par des sœurs, bien sûr, d'où sa douceur. Et on va la rejoindre tout de suite. Cette légende serait née parce qu'on raconte que les nonnes qui vivaient dans ce couvent récoltaient les restes de farine sur les quais de Bordeaux et de ces restes de farine, elles confectionnaient des petites pâtisseries sucrées destinées à des dames qu'on disait en détresse à cette époque. Quand j'ai interrogé plusieurs pâtissiers, quelques ménagères, quelques chefs aussi hors Aquitaine, ce qui est amusant, c'est que chacun se réapproprie cette histoire. Au risque de faire grincer les dents de quelques-uns, certains même lui prêtent une origine italienne. D'autres disent qu'il serait né à Limoges, qu'il aurait été réinventé à Biarritz, puis à Arcachon. Mais en tout cas, il a été omniprésent à Bordeaux, ça c'est certain, dès le début du XXe siècle. C'est peut-être aussi un des charmes de cette pâtisserie que de lui prêter de possibles ancêtres. Pour les secrets de fabrication, nous nous rendons chez un autre expert, Serge Combarieux, qui possède une boulangerie d'anthologie et travaille avec son équipe le pain au levain dans un four exceptionnel, construit en 1765 sous Louis XV. Mais pour l'heure, Serge s'attelle à sa fournée de cannelé et lui aussi a son idée sur l'histoire de la pâtisserie. C'était un gâteau qui était à l'époque rond, il n'y avait pas de nom, et comme le moule, ça a du mal à se démouler, bon, maintenant c'est plus facile, on tapait sur la table et donc le fer faisait une cannelure, pour ça appelé le cannelé. On a préparé un peu de lait, on va partager la gousse de vanille. Le principe c'est de racler pour ramasser les grains. Hop, on met le beurre et là on met sur le gaz. Là, c'est une plaque. Il faut ouvrir avec son temps, on n'a pas le feu de bois encore. Donc après, bien sûr, on mélange tous les ingrédients. Donc, dans la farine, il ajoute du sucre, du rhum, de la vanille liquide et beaucoup de jaune d'œuf. Les jaunes d'œufs. Je mets un peu de lait froid. Et avec le lait bouillant, c'est très 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 rare que vous ayez des grumeaux. Pratiquement impossible. Vous voyez, comme l'appareil se lisse là, là il vient tout lisse. Voilà, par contre, il faut remuer. Et après, l'appareil, il faut qu'il reste au moins une nuit au frais. Pour sa nuit au frais, Serge conseille de couvrir l'appareil. Dès qu'il aura légèrement refroidi, cela évitera la condensation. Hop. Et là, vous remplissez vos cannelés. Serge verse la pâte dans les moules, idéalement en cuivre, pour assurer une cuisson uniforme. Pas au ras, mais presque. Alors, hop,
On va mettre cannelé au four. C'est parti pour 20 minutes. D'abord à 200 degrés durant 20 minutes, puis à 160 degrés pendant 1h20. Donc là, on a sorti les cannelés. Donc voilà, on attend un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on les démoule. Donc, on tape. Il vaut mieux qu'ils refroidissent dans les moules, ils garderont leur croustillant. Et Serge a une astuce pour les conserver plusieurs jours. Pour qu'ils restent croustillants, il faut éviter les endroits humides, c'est-à-dire le frigo, et de ne pas les mettre dans une poche en plastique. Mais bon, si vous faites des cannelés et que 3 jours après ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils sont pas bons. Mais pas d'inquiétude, avec la recette de Serge en poche, la réussite de vos cannelés est garantie. Alors nous voilà à Codéran, qui est un quartier plutôt résidentiel de l'ouest de Bordeaux. On va rencontrer Christine. Sa mère et sa grand-mère tenaient une auberge en Dordogne. Et c'est ce qui fait d'elle une dépositaire de beaucoup de recettes de foie gras, dont celle qu'elle va nous transmettre, le pot-au-feu de foie gras aux légumes du jardin. Ça sent déjà bon. Bonjour Christine. Bonjour. Je disais que ça sentait déjà bon. Mais oui. C'est vrai? Oui. Alors ça sent les légumes du pot-au-feu. Oui. Et le foie gras, j'imagine que c'est nous qui allons le mettre Ah, dans le bouillon. on va le mettre, on va le faire pocher dans le bouillon. Et tu es déjà en tenue de travail. Allez, je rentre. Et nous voilà directement en cuisine. Alors, raconte-moi un petit peu cette recette. C'était ta grand-mère qui la faisait? Alors plutôt maman. Ma grand-mère faisait des excellentes soupes et des bouillons. D'ailleurs, le bouillon, c'est la base. Le bouillon est de ma grand-mère. Par contre, le foie poché dans le bouillon, c'était après, parce que c'est un peu une cuisine moderne, entre guillemets, un peu finalement. plus, voilà. Alors, donc, tu disais bouillon, hein, on commence par le bouillon. Un très bon bouillon. D'accord, alors moi je vais peler les navets avec toi. D'accord. Donc tu mets bouillon pour uniquement de légumes? Ah non. Non, bouillon de légumes, os de veau, queue de bœuf. Ouais. Donc, ah oui, quand même. Ah, oui. Est-ce qu'on pourrait reprendre un bouillon de pot-au-feu d'ailleurs, de bœuf? Oui. Ça pourrait marcher? Mais bien sûr. Ça Parce que pourrait souvent marcher. il nous reste du bouillon, on ne Oui. sait pas trop quoi Oui, en oui, faire. oui, oui. Et donc Il ça faut évite simplement une qu'il étape soit bien relevé. Bien relevé. Donc finalement, cette recette, elle n'est pas tant bordelaise que du sud-ouest et surtout elle est régionale. périgourdine. Elle est régionale. Parce que le foie gras, c'est plutôt Périgord, Dordogne, Landes. Mais les Landes aussi. Landes, ouais, le bien foie sûr. vient de Saint-Sevé, donc c'est un foie des Landes. Ah bah oui, Saint-Sevé, le marché au Ouais. gras. Mais c'est vrai que j'ai baigné toute mon enfance dans l'ambiance cuisine, préparation. Parce qu'en plus, ma grand-mère était pâtissière. Ah oui, mon Donc Dieu. mes grands-parents se levaient à 3h30 du matin. Et moi, je les rejoignais. J'étais toute petite, je devais avoir 7 ans. Je les rejoignais en chemise de nuit. Ah J'avais oui, mon petit ça devait tablier, être mon petit totalement rouleau, fantasmagorique, ça. mes petits moules. La mamie gâteau en pleine nuit. C'était génial. C'est mignon. Alors, on commence par quoi dans ce... On met la viande froide, toujours. Un os de moelle, des queues de bœuf. Nous mettons nos légumes, un oignon piqué de clous de girofle, un bouquet garni préparé à la minute par Christine, sans oublier la carcasse de canard. Ça ne se jetait pas à l'époque. Non, on jetait rien Tout à se l'époque. mange dans le canard. On faisait avec ce qu'on avait. Elle est belle. Voilà. Donc ça, c'est un canard gras, c'est le canard Oui. dont on a extrait le foie. Oui. Alors, on y va? Je le mets? Allez, vas-y. Hop. Alors, attends, parce qu'il faut que ça rentre quand même. Hein. Voilà. Alors là, à partir de l'ébullition, tu comptes combien de temps? Merci. Le bouillon, il faut que ça cuise très longtemps. 2h30. Ah oui. Pour que ça ait vraiment du goût. Que ça soit bien corsé, Donc, que c'est c'est quand du même une goût. recette qu'il faut prévoir à l'avance, voire la veille même. Le bouillon, il faut le prévoir Le bouillon. la veille, mais j'en ai préparé un. Je ne voulais pas vous faire attendre, donc Ah, j'ai c'est préparé gentil. mon bouillon la veille. J'ai pu le dégraisser et le clarifier Mais pour là, le filtrer. celui qu'on a fait, on va s'en servir. Ah ben pour le banquet. Exactement. Malin, Voilà. malin. Donc là, tu as ton foie gras, donc cru bien sûr, un beau. Oui. Ah oui, il est magnifique. Je l'emmaillote toujours, sinon tout s'en va.
d'élite et la oui, graisse s'en eh va. oui, eh oui. Donc une fois qu'il est bien emmailloté, je le mets dans mon torchon. C'est une cuisson sous vide en fait. On n'invente rien. Non. Pas une maison bordelaise qui ne possède ses cannelés. C'est un signe d'apéritif de bienvenue. Oui. Alors, allez, on va plonger notre torchon. Donc, est-ce qu'il faut un torchon particulier, pas trop épais, Non, pas de la trop toile de épais. jute, quoi. Non. Parce qu'il faut quand même que la chaleur pénètre. Exactement. D'accord. Et puis on évite l'adoucissant à la lavande. Hein. Non, mais c'est idiot, mais on n'y pense pas forcément. Allez, hop. Alors, ça frémit bien. Il faut... Alors là, tu comptes combien de temps pour le foie gras? Ça, c'est Alors, précis. C'est un foie de 400 grammes, 440 grammes. Il faut compter, je dirais, 18 minutes. À frémissement. Oui. Constant. Oui. D'accord. Pour l'accompagnement, Christine ajoute de nouveau des légumes. Ils seront croquants et imprégnés des saveurs du bouillon et du foie gras. Donc tout ça va cuire en même temps. Oui. C'est hyper facile finalement. C'est très facile. Je vais aller écrire la recette. Ça t'ennuie pas? Et je reviens. Je crois que j'ai tout en tête. Oui. Je devrais pas me planter. C'est pas trop compliqué. Pour le pot-au-feu de foie gras de Christine, il vous faudra un foie gras de 450 grammes environ, une carcasse de canard, une belle tranche de jarret de veau, un gros tronçon de queue de bœuf, 4 navets, 10 carottes fanes, 5 blancs de poireaux, un oignon, 5 clous de girofle, du gros sel et du poivre. Plus que quelques minutes avant que le foie gras ne soit prêt, juste le temps de mettre la table. Je vais prendre des assiettes à soupe parce qu'il faut le servir dans Et oui. des assiettes à soupe. Bah, bien sûr, pour savourer le bouillon. Exactement. Merci. Voilà. Alors, puisqu'on est à Bordeaux, qu'est-ce que tu sers comme vin? Moi, je suis inconditionnelle du rouge. Ah, bah oui, forcément. Voilà. Donc, tu n'hésites pas même à prendre un vin qui a un petit peu de caractère. Oui, il faut. Oui. Mais revenons à notre plat, les 18 minutes ont sonné et Christine retire l'aumônière de foie gras du bouillon. Surprise. C'est une vraie pochette surprise. Elle découpe le foie gras en belles tranches et je dispose les légumes al dente dans l'assiette. Une louche de bouillon très chaud est versée à la dernière seconde et vient finir la cuisson de notre plat. C'est très beau en tout cas, c'est très élégant. C'est vraiment un plat qui donne envie. Et tu sais, pour une fois, je trouve que le foie gras ne paraît pas être un plat gras et tu vois, et un peu riche. Parce qu'en plus, il est quasiment dégraissé là. C'est magnifique ça. Tu sers ça en plat, en entrée? En entrée. Ah, est-ce que c'est bon? Il y a un fumé qui est bon. C'est fou parce que tu vois, je m'attendais à ce que finalement le goût soit peut-être un peu atténué par cette cuisson à l'eau, alors que c'est le contraire. Il est au contraire d'autant plus corsé. Donc demain nous serons 8, donc je te passe d'emblée commande. C'est validé, super validé. Alors dis-moi, petite curiosité, je parlais des cannelés tout à l'heure. Ceux-là, c'est pas toi qui les as faits quand même? Si. C'est toi qui les as faits parce qu'ils sont particulièrement beaux. Et figure-toi que nous avons un boulanger professionnel qui va nous apporter des cannelés. Mais ça me ferait plaisir de le mettre au défi et de faire peut-être une dégustation de cannelés à l'aveugle pour voir si on trouve une différence. Très bien. En même temps, chacun, j'imagine, sa technique. Mais comme c'est une recette qui doit être différente d'une maison bordelaise à une autre, je ne sais pas ce que vous loupez. Je vous propose de mettre le cap sur l'Andiras, à environ une demi-heure au sud de Bordeaux, pour rencontrer une association de collectionneurs. Alors, ils ne collectionnent pas les timbres-poste ni les petits soldats de plomb, mais c'est beaucoup plus intéressant à mon avis, les tomates. Évidemment, les variétés de tomates anciennes, a priori, mais ils sont aussi tournés vers l'avenir. Ces passionnés ne font pas commerce de leurs tomates, mais s'amusent à échanger leurs graines entre amateurs de façon à préserver la biodiversité. Nous sommes ici sur un espace d'une partie collection de l'association
Cette association est maintenant créée depuis presque 9 ans. À la base, elle était issue d'un groupe d'amis qui, avec moi, cultivaient environ 450 variétés de tomates. On nous a demandé si on pouvait exposer des tomates. Alors ça a surpris les gens parce qu'ils s'attendaient à voir 450 trucs ou 500 trucs ronds et rouges. Et quand ils ont vu que c'était pas rond et rouge la tomate, que c'était multicolore, là nous avons eu un succès énorme. Nous avons créé une association et laquelle association compte maintenant plus de 800 adhérents dans le monde entier. Nous expédions des graines au Brésil, en Russie, aux États-Unis, au Canada, etc., etc., etc. Nous avons la chance d'être sur un espace extraordinaire, ce lieu unique qui nous permet d'avoir environ 5000 m², qui est le berceau de la vieille ville de Landiras. Ce qui fait que nous pouvons cultiver ici maintenant environ 1 millier de variétés, sur une collection qui fait au total 2500, ce qui nous permet de pouvoir renouveler par tous les ans une bonne partie de la banque de semences, avoir suffisamment de variétés pour pouvoir permettre aux gens d'admirer toutes ces formes et ces couleurs, et à la fois de pouvoir avoir des saveurs qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont oubliées. Alors, bien évidemment, il y a des tomates qui, certes, ont des formes de tomates et des couleurs de tomates classiques, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus surprenantes. Vous prenez celle-ci, par exemple, la longue grangère. Vous pourriez la prendre pour un piment, pour un poivron. Eh bien non, c'est une tomate. Quand vous les coupez en tranches, on dirait du saucisson, à chair très épaisse, c'est très intéressant. Derrière moi, vous en avez une autre ici, là, qui est un petit peu comme une petite forme d'ampoule, et c'est une petite tomate cerise agréable. Prenez celle-ci, par exemple, qui s'appelle Citrina, citron. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que bien souvent, ce type de variété a parfois on peut lui trouver un léger goût de citron. Le jardin est cultivé intégralement en bio. Il suffit ensuite, selon Roland, de laisser faire le soleil et l'eau, sans en abuser. Pas trop d'arrosage, parce que la tomate, ça n'aime pas trop l'eau. C'est-à-dire que si on arrose beaucoup les tomates, on risque d'obtenir bien sûr de très grosses tomates, mais avec une saveur gustative altérée, une saveur aqueuse. Or, ce que nous recherchons avant tout, c'est le bon goût. Pour obtenir et perpétuer toutes ces variétés de fruits, une seule solution, le grainage. Cela consiste chaque année à séparer les graines de la pulpe, les récupérer pour ensuite les sécher et les conserver. Michel, membre de l'association, anime d'ailleurs un atelier pour les amateurs. On va commencer à enlever le pédoncule. Je vais vous faire voir. On enlève le pédoncule. Voilà. Regarde un peu. Sort la pulpe, le jus et la graine. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va le mettre de côté, plutôt dans un endroit, disons, ventilé. Il y aura un petit moisi qui va se faire là, au bout de 3-4 jours, 5 jours, ça dépend de la température. Et quand ce moisi est fait, on le passe sous le robinet d'eau fraîche avec une passoire et on les fait sécher. Les graines sont alors méticuleusement répertoriées et conservées au frais. Cela permet d'étendre leur durée de germination jusqu'à 8 ans. Grâce aux échanges entre adhérents, plus de 2500 variétés sont recensées ici, venues des 4 coins de la planète, et dont certaines espèces remontent à 1650. Les adhérents auront la chance de choisir 10 variétés de graines sur la trentaine proposée. Nos collectionneurs continueront à faire vivre sur tous les territoires de France et de Navarre la multitude de variétés de tomates anciennes ou classiques. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs délaissent les patates pour ce fruit écarlate. La tomate en salade ou tomate farcie. Nous voilà de retour à Bordeaux, dans le quartier de la Gare Saint-Jean. Et je voulais vous faire découvrir un jardin extraordinaire. En fait, c'était une friche il n'y a pas si longtemps. Et c'est Nicolas Godet, je l'aperçois par ici, qui a eu l'idée de transformer cette friche en jardin collectif, en jardin partagé. Donc il a monté une association, chacun vient cultiver ses légumes et ensuite le produit de cette culture est redistribué à tous. Et aujourd'hui, on va cuisiner avec lui dehors. Bon, malheureusement, le temps ne s'y prête pas, mais ça ne nous fait pas peur. Des tomates dont les graines ont bien sûr été données par l'association des collectionneurs de la tomate. Bonjour Nicolas. Bonjour. Gentil de m'accueillir dans cet endroit. C'est magique. Puis c'est un potager comme je les aime, qui paraît un peu fouillis, où tout est finalement très ordonné, j'imagine.
Mais où ça pousse un peu en liberté quand même. On essaye de garder le maximum de choses et on s'aperçoit qu'en laissant pousser des herbes Dites mauvaises, des fois on a des très belles surprises. D'où te vient cette culture maraîchère? Je suis un amateur, un gentil amateur. Et moi, c'est le plaisir de mettre les mains dans la terre et laisser la nature reprendre ses droits. En pleine ville, avoir un jardin un peu sauvage, c'est beau. Alors Nicolas, j'aperçois un parapluie. Je Ouais. me permets d'y aller parce que là, le temps est très changeant. Hop là. Et là, on a un petit parasol qui nous sert aussi de parapluie. Alors, qu'est-ce que tu cultives? Des tomates, ça j'ai compris. Ouais. Tout ce qui est, par exemple, courgettes, potirons, butternut et des herbes aromatiques aussi, pas mal. Est-ce que vous cultivez de préférence des légumes anciens, des variétés anciennes ou Ouais. peu importe? Ici, on a remis des plessis tels qu'on les trouvait dans le jardin du noviciat du XVIIe siècle. Donc on essaye de retrouver la même disposition et les mêmes plantes. D'ailleurs, la question s'est posée pour les tomates. Et la réponse, elle est archéologique. Ils ont retrouvé dans des fouilles archéologiques ici à Bordeaux, à Saint-Michel, ici à 100 mètres, dans des latrines, des graines de tomates du 18e. Donc ici, au jardin, ils cultivaient des tomates. On avait le droit de planter des tomates. Et alors attention, c'est probablement les plus vieilles tomates d'Europe. Oui, nous, nos tomates, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les faire farcies. Tu veux Alors. t'asseoir peut-être? Allez, pourquoi Allez. pas? Tu Merci, coupes le oh là son là, parce qu'il que fait de pas très savoir beau. vivre. Alors, dis-moi tout. Eh bien, on va choisir une tomate. Allez, on va Allez. prendre celle-là. Donc, on va prendre celle-là. Pour faire une tomate farcie, a priori, il faut de grosses tomates déjà. Oui, c'est On va mieux, pouvoir c'est plus farcir joli. les Déjà, on fraises. évite ma belle tomate. On va garder la chair. Alors, on va peut-être pas réutiliser toute la chair. C'est toi qui l'as mise au point, cette recette? J'ai travaillé avec les jardinières, notamment avec Mélissa, là, qui est cuisinière, elle. On a fait des tests. Un classique, c'est persil ail. Attends. Ah, de l'ail cru, tu vas mettre? Non, Ah tu oui, vas- oui, de l'ail cru qu'on va écraser. Alors là, tu as émietté un peu de baguette, un peu Un peu de rassis, pain. j'imagine. L'idéal, c'est du rassis. Mais- Hop, mon Notre petit persil. Alors, regarde l'ail, j'ai essayé de le couper le plus finement C'est très possible. bien. Hop, en Je sais avant. pas si je mets tout. Tu crois que je mets toute la gousse? Ah là 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 là. Ça va peut-être faire beaucoup, Si je non? m'écoutais, il en faudrait 5 au moins. Ah oui, d'accord. Il faut qu'il y ait beaucoup de goût. Mais à la cuisson, l'ail perd son... Ah, mais c'est vrai que oui, tu as raison, on va les cuire. Bah oui, donc c'est pas Donc très grave. il ne faut pas Tu hésiter. veux- Moi, je vais rajouter de l'huile d'olive, les olives olives. vertes. Et là, le D'accord. petit secret. Oula, il y a du parfum là. C'est Ah du ouais, piment? ouais. C'est du rhum, Du rhum. au Ah, piment. je crois que c'était de l'huile. Mais il est plus qu'extrêmement fort. D'accord, on Il se est tient pour lui. infernal. Ah, du rhum dans la tomate farcie. Et ma tomate farcie va être très puissante. C'est bien, hein? Mais c'est pimenté. Mais oui, c'est pimenté. J'aime bien pimenter, hein. Ah ouais. En plus du rhum pimenté, Nicolas incorpore de la feta et même du sel béni, attention on ne rigole pas, de Pondichéry. Ah oui, dis donc, on voyage avec toi, hein. La farce terminée, nous la mettons dans la tomate et une question se pose. Comment allons-nous la cuire? Parce que là, je suis dans mon jardin, j'ai pas de four. J'ai pas de gaz, j'ai rien. Donc j'ai fait un trou dans la terre, j'ai fait un joli feu avec des braises. Et on met les tomates farcies et on les fait cuire à la braise. Tu sais où j'avais cuisiné comme ça, entre autres hein, d'ailleurs, dans le désert, mais aussi en Polynésie. Oui, mais Ils font le mataïti comme ça, où ils dans enferment... le désert, ils font le pain. Le pain, absolument. Le pain des La sables, galette, là. là, ouais. Et Magnifique. Il y a plein de recettes avec le feu. Nicolas emballe la tomate pour la protéger et lui donner une cuisson diffuse et homogène. Côté papier aluminium, il est très généreux. Je pourrais faire des... Ouais, alors essaye pas de faire des passes avec moi, je suis pas très bonne. Voilà. Donc on va On prend notre au four. ballon. Ça cuit combien de temps? Pour une bonne heure, je pense. Une bonne heure. Là, donc, je fais mon Donc il petit faut de trou. belles braises. Voilà, des Pas un bonnes peu trop braises. vif. Je remets par-dessus et je remets même un petit bout de bois. Et mon feu va continuer à brûler. D'accord. Nicolas profite du temps de cuisson pour me montrer une version crue de la tomate farcie. Les deux se mariant parfaitement. Donc on garde cette base. Voilà, elle est très bien, D'accord. cette base. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? On va rajouter un petit peu de poivron rouge et peut-être quelques petites tomates cerises. D'accord. Je sens qu'en fait, tu es en train de composer la recette un peu comme ça au fil de la pensée. C'est ta Beaucoup cuisine. comme ça. C'est ta Je cuisine. prends jamais de l'improvisation. notes et je considère On est figé, quoi. qu'une recette, elle est unique. Puis comme ça, c'est bien. Et moi, je vais mettre ces crèmes de tofu à la livèche. À la livèche, Ah, merde, d'accord. merde. Tu veux que je goûte? Ben oui, Allez. C'est bon le tofu livèche là. c'est bien. hein. Ça donne un petit goût de viande, c'est pas mal. Mais c'est ça, exactement. Je regoute hein, parce que c'était bien bon.
Bon, allez, je vais rejoindre Jean-Pierre et nous on se retrouve avec les collectionneurs de tomates. Allez, je vais courir jusqu'à Micheline. Salut, à tout à l'heure. Allez, ciao. Merci. Pour les tomates farcies cuites et crues de Nicolas, vous pourrez cueillir dans votre potager 12 grosses tomates rondes, mûres à point. Et prévoyez aussi 300 g de mie de pain de campagne un peu rassis, 3 belles gousses d'ail, 200 g de feta, un petit bouquet de persil, 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, 150 g d'olives vertes dénoyautées et 3 cuillères à soupe de rhum au piment frais. Pour les tomates crues, ajoutez 300 g de tofu en purée, pourquoi pas additionner de l'ivèche, une branche de thym citron et un poivron rouge. Comme promis, le chef et promeneur passionné Jean-Pierre Xiradakis m'attend devant l'église Saint-Jean pour me dévoiler encore quelques secrets de la cité bordelaise. C'était pas gagné notre balade, hein. Le temps est changeant. Ça va mon Jean-Pierre? Ouais. Alors là, un des intérêts architecturaux de cette église, c'est les modillons qui sont des modillons obscènes, qui a tout ce qui peut représenter, mais finalement le plaisir, donc le qui plaisir, est à la l'extérieur. luxure. Le plaisir, mais le péché aussi. Et donc, parce qu'on avait conscience du fait que le péché était relativement omniprésent et incontournable, donc on l'illustrait, mais on le laissait à l'extérieur, c'est ça? On le laissait à l'extérieur, voilà. Et là, tu vas voir, il y a des choses assez intéressantes. Mais là, bon, les gens ne font pas trop attention. Mais c'est une expression d'un artisan, donc d'un homme. Et d'une époque. Et les mecs, ils gravaient ce qu'ils ressentaient finalement. C'est une expression artistique, mais aussi qui est liée à la Bible, au Christ. Plus tard, on s'est interdit cette représentation, c'est ça? Plus tard, je pense que ça s'est un peu relâché. Peut-être que le péché est rentré carrément dans l'église au lieu d'être à l'extérieur. Et là, tu vois... Je vois une femme avec des serpents. Oui, et les serpents qui font quoi? Qui lui sucent les seins. Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans certains... Non. Moi, je serais passée devant, je l'aurais regardé d'un point de vue architectural, mais je n'aurais pas eu l'idée de regarder le détail. Et finalement, c'est peut-être ça aussi, les vertus de la marche. C'est que tu prends le temps d'appesantir ton regard sur des détails. Nous arrivons rue de la Porte de la Monnaie, dans le cœur historique de Bordeaux, où se déroule, comme chaque fin de saison, la fête de la tomate que Jean-Pierre a instaurée, parmi d'autres rituels gourmands, en 2013. Un moment de convivialité et de rencontre entre les producteurs régionaux et les amateurs du beau fruit pour en discuter et le découvrir sous toutes ses formes. Au programme, dégustation, ateliers de cuisine, animation pédagogique et même artistique. Ça, c'est des peintres de rue. C'est le déjeuner sur l'arbre de la tomate. Attends, qu'est-ce que tu es en train de lui dessiner, là? Pas de trucs comme les modillons. Des églises de l'entre-deux-mers. Roland. J'y retrouve Roland, venu avec tout un assortiment de tomates. Celle-ci, elle est mûre. Elle est absolument magnifique. Elle s'appelle Reinhardt's Green Earth. Elle est belle parce qu'elle est en poire en plus, c'est étonnant. Voilà. Elle est mûre. Oh là là, puis qu'est-ce qu'elle est charnue, c'est fou. Bon, par contre, il faut la peler. Faudrait la peler? Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même meilleur sans la peau, les tomates. Ah, c'est meilleur, ça se coince entre les dents, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est un peu moins digeste, mais ça fait partie du goût et paraît-il des vitamines aussi. Je sais pas. Nous, les tomates, on les pèle. Déjà, vous savez, ce qui m'étonne, c'est la texture. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des tomates que l'on goûte, c'est de l'eau. Hein. Et là, on a une vraie texture. On a une mâche, on croque. On retrouve le fruit. La tomate, c'est un légume fruit, un fruit qui se consomme à la saison. C'est pas la peine de vouloir en consommer au mois de janvier, qui sont faits sous serre de façon... Ne vous inquiétez pas qu'il m'a fait déjà le discours. Oui, bah, bien sûr, mais nous, c'est ce que disons. C'est ce que nous disons à chaque fois. Nous. Alors Roland, nous, on va organiser un repas, un banquet avec tous les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage, et j'espère que vous y serez aussi. C'est avec grand plaisir que j'assisterai. D'autant plus que c'est juste en face, oui, de l'autre côté de la rue. Et puis je crois qu'on a aussi prévu de vous faire déguster une tarte à la tomate multicolore. Ah bon? Ah, ça me fait plaisir. Bon, bah, je vais aller voir. Tu viens avec moi si les invités sont arrivés, puis je reviens vous voir. Avec plaisir. Nous rejoignons Christine, Fabien et Alice dans l'épicerie de Jean-Pierre, attenant à son restaurant et transformée pour l'occasion en table d'hôte. Bonjour les amis. Bonjour, ça sent déjà bon. Hein. C'est une vraie salle à manger là que tu nous ouvres. Bonjour Fabien. Bonjour. Salut Christine. Bonjour. Alors ça va, tout s'est bien passé pour le pot-au-feu? Oh là là, mais on est où là exactement alors? On est dans l'épicerie. Épicerie, salle à manger. Oui. Viens. Magnifique table. Les tomates. Voilà Nicolas, bravo. Je me disais que c'était vraiment des tomates de pleine terre. Parce qu'elles sont sorties de terre, mais elles sont retournées à la terre parce qu'elles ont cuit carrément dans le sable, enfin dans le sol. Il a fait un feu, il les a ensevelies. Il n'a pas de gazinière, lui? Bah non, mais il a tout.
Mais il a Dis surtout donc, si tu l'imagination. veux, je te prêterai du matériel, là. Non, on a cuisiné dans le potager, c'est ça qui est chouette. Ah. Il n'y a plus besoin de matériel. Le retour à la terre. C'est de la cuisine sauvage. Jean-Pierre, c'est la maîtresse de maison qui s'assoit la première, alors on t'attend. Alors c'est moi, la maîtresse de maison. Magnifique table. Je vous Qu'est-ce propose qu'on une mange petite mise en bouche avec des tomates du jardin de tomates naturellement, avec une tarte à la tomate multicolore. C'est cuisiné sur une pâte feuilletée, sur un lit d'oignon avec des tomates bien sûr de toutes les couleurs et parsemé de quelques feuilles de basilic pourpre. On va la passer. Fabien, je t'en prie. Tiens, à la bonne franquette, j'ai l'impression qu'on va se servir comme ça. C'est magnifique, ça. Voilà. Très bien. Est-ce que les plants de tomates pourraient voisiner les pieds de vigne? Autrefois, au 19e, on faisait ce qu'on appelait dans les vignes la jouale. C'est-à-dire qu'on mettait des légumes qui poussaient entre les rangs de vignes. Le haricot tarbé, par exemple, qui pousse dans les maïs, il sort d'où? C'est les Aztèques qui plantaient des haricots dans les maïs, mais pas pour faire joli. Ça faisait tuteur. Mais aussi parce qu'il y avait des compléments alimentaires dans les deux qui se convenaient. On est tous partis dans nos discussions et la tarte est délicieuse. Parce que on a gardé le côté juteux de la tomate. Hein. Un jour sans tomate, c'est un jour sans soleil. Hein. Oh, on a eu de la chance aujourd'hui, il y a eu un rayon de soleil, donc c'est magnifique. Comme un jour sans vin hein, ou un jour sans pain. Non, c'est pas possible ça. Votre vin blanc, est-ce que c'est un vin qui a une capacité de garde? Tout à fait. On le sait pour le rouge, mais pour le blanc, c'est moins évident. Pour les blancs, on a une capacité de garde qui est longue. C'est-à-dire qu'on peut boire les vins au bout de 10 ans, 12 ans sans aucun problème. Alors les vins changent, évoluent, mais on les trouve plus opulents, plus onctueux, avec plus de complexité, mais ça donne un vin très différent. Et à table, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on peut les associer avec d'autres types de cuisine, d'autres plats. Comme le pot-au-feu de foie gras de Christine, par exemple. Magnifique, Christine. Merci. C'est délicieux. Moi, je suis un peu frustrée parce qu'il n'y a pas de vin rouge et que j'adore faire chabot. Ah, Jamais vu ça. non, ça va faire causer, je peux vous dire. Ah, elle le fait vraiment bien, oui. C'est mon grand-père qui m'a... La prochaine fois, vous nous apporterez peut-être un 4e vin pour faire chabot. Oui, avec ce vin, c'est un petit peu... Ah ouais, c'est luxueux, c'est luxueux. Voilà. C'est vrai. Alors, l'origine du chabot, c'est quoi? L'origine du chabot, c'était que les alcooliques avaient besoin de consommer, donc ils en foutaient dans la soupe. Ah non, bah mais oui, c'est vrai. bah oui, ça, on s'en doute. Attends, dans la soupe, dans le café. Toujours mais élégant, attendez, Jean-Pierre. je suis désolé. Dans un bouillon chaud, bien chaud, vous Non, mettez mais un je peu dis de pas vin que c'est pas rouge. bon. Mais c'est un régal. Et la tomate, alors, elle se marie avec quoi en termes de vin? Par exemple, on va trouver sur les sauternes des notes d'abricot, des notes de miel, des notes fruitées. Vous prenez des tomates de type ananas, vous retrouvez ces notes-là également. Alors bien entendu, vouloir faire un mariage de saveurs entre les deux, non. Et trouver des notes communes de comparaison, oui. Sur la tomate cuite, c'est pas pareil. Sur la tomate cuite, où les saveurs sont beaucoup plus longues, on peut, là, tout ce qu'on vient de déguster tout à l'heure, cette tarte à la tomate, il serait assez facile de l'associer avec... même avec un grand sauterne, pourquoi pas. Le grand sauterne, ça va avec tout. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que où que j'aille en France, à table, on parle de nourriture, on parle de bouffe, on parle de plats, et ici, on parle de vin. Du début jusqu'à la fin. Oh là là, ça sent bon, Nicolas. Personne n'est allergique à l'ail. Non, je préfère vous le dire. Hein. Et au piment. Et au piment. Ça chauffe un peu normalement. Très très beau. Elle a fait tomber un bouquet de fleurs. Allez, servez-vous. Le concept, il est donc tomate farcie. Il y en a une crue, une cuite. Et donc, vous pouvez alterner cru-cuit. C'est super bon et c'est un plat qui finalement est assez sophistiqué dans sa simplicité. Hein. Moi, je vais recevoir des mails de nos téléspectateurs qui vont me dire « Mais vous voulez nous faire croire que c'est une recette traditionnelle du Bordelais, ça ?» Absolument pas. Mais ce qui prouve que le Bordelais est une terre très ouverte d'esprit, C'est une terre de gastronomie, d'influence. peut-être de gens qui aiment manger. Là, ça, il faut que tu me donnes la recette. Je la mettrai sur jardin de tomates, ça. Alice apporte maintenant le sauté de veau basadet au vin blanc maison, bien sûr. Alors là, on revient sur le blanc, finalement. Ou on peut rester avec du vin rouge. Hein, Ah ouais, c'est ça possible. marche Moi, aussi, je hein. trouve que la sauce le tient. Mais c'est vrai que dans la sauce, j'ai utilisé du vin blanc. C'est délicieux, Alice. Hein. Merci. Et on va goûter les fameux cannelés qui racontent un peu l'histoire de Bordeaux aussi. Enfin, chacun son histoire. Et en l'occurrence, Christine nous a fait la gentillesse de nous préparer des cannelés maison. Et Serge, qui est un boulanger célèbre et qui nous a fait des cannelés aussi. Et du coup, je les ai mélangés
pour qu'on les goûte et qu'on voit la différence, mais un peu blind test, quoi. Tu vois, ça te dérange pas. Et voilà les cannelés bordelais incontournables. Bon, il y en a des bruns, il y en a des clairs. Est-ce que c'est pas d'ailleurs une volonté de chaque pâtissier de faire des cannelés plus ou moins cuits pour que chacun ait un peu... laisser le choix, oui. Voilà. Je les aime un peu plus cuits. Voilà. Attention, il ne faut pas donner trop de détails, sinon on va finir par savoir. Comment vous les aimez? Je les aime bien. En fait, il y en a un qui est beaucoup plus croustillant, ce qui est agréable à l'extérieur, mais qui du coup est peut-être effectivement un petit peu moins moelleux à l'intérieur. L'autre est plus mou, mais plus moelleux. C'est lequel le vôtre? Le plus cuit? Oui. Le plus dur? Non, c'est le moins dur. Ah, c'est le moins dur. Moi, je suis tombé sur un très cuit qui est différent d'un autre très cuit. Ah bon? On est perdu. Mais ils sont super bons tous les deux. à l'aveugle où on se perd tous Voilà. et on ne retrouve jamais. Mais ils sont très bons, les deux sont exquis. Julie, tu peux aussi les essayer avec de la confiture de tomates, par contre. Ah, ça m'intéresse. Alors là, il y a des tomates vertes. Tomates jaunes et j'en prends un anis. foncé, Allez, bien on va sûr. s'ouvrir Il y a ça. des tomates vertes avec orange, avec citron, et celle que tu as. Jaune anis. Voilà. Jaune anis. J'adore cette confiture. Ah, c'est bon, hein, ça. Très, très bon. Anis. Elle est où la confiture piment? Voilà, le chef piment, c'est... Micheline et moi allons prendre la route de nos pays de France pour découvrir encore d'autres régions, d'autres villes. On gardera un souvenir ému, enfin moi en tout cas, de cette ville de bonne chère, de patrimoine, d'histoire, de partage, où coule le sang de la vigne, qui met au diapason une gastronomie, une population, une culture. Et puis on va terminer sur une petite note, puisque Pierre Desproges nous disait, grâce aux femmes et au Bordeaux, eh bien on peut survivre. Je suis assez d'accord. Salut. Oui, mais là, tu as un petit cheval à bascule. Ça rappelle de bons souvenirs. pourquoi tu me Toi, dis ça t'as pas connu cette époque. Par l'association des conservateurs de la tomate. Non, c'est pas ça? Collection. Donc là, tu mènes la cuisson sur feu assez vif quand même. Hein. Ouais, dit-elle. Parce que je dis une bêtise. Non, mais Ah bah, c'est mieux quand même. C'est la première fois que je cuisine des cèpes cette saison et d'une année sur l'autre, j'oublie Tu presque. changes à chaque fois ta recette. Je fais pareil.